كل حال بعد الأطفال باش نقعدوا ديما في الفئات الهشة يظهر لي باش نتحدثوا على الهيئات المستقلة هشة حتى نحن دخلنا في الكاتيجوري نتاع الهشة يعني. Et je vais essayer quand même de. C'est ma troisième conférence de la journée, donc vous allez m'excuser beaucoup de choses. Je vais essayer de parler en français très rapidement pour que Tania puisse entendre, parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Et donc, on m'a chargé de traiter très rapidement du rôle des instances indépendantes dans la garantie des droits, bien sûr par la lorgnette de l'instance que je préside, mais j'essaierai de généraliser un peu les propos sur cette question-là. Alors moi, je me suis toujours posé la question, bien avant que je sois à la tête d'une instance indépendante, du pourquoi des instances indépendantes. On en a parlé énormément et longtemps avec Salsabil sur cette question-là. Moi, je pense que la finalité ou ce qui pourrait en tout cas motiver la création des instances indépendantes est premièrement un constat de l'essoufflement du principe de la séparation des pouvoirs. Parce que quand on a mis en place cela, sa finalité première, quand on lit Montesquieu, c'est pour garantir les droits et les libertés des individus contre l'abus de l'autorité. Mais effectivement, les systèmes partisans, la pratique politique par la suite a fait que, effectivement, quand il y a une majorité, il est très difficile de pouvoir assurer cela. Et c'est pour cette raison qu'on a créé au sein de l'État des structures qui vont servir de contre-pouvoir. Et donc, c'est ça la caractéristique première des instances indépendantes. C'est qu'elles sont au sein de l'État, mais elles servent de contre-pouvoir principalement au pouvoir exécutif. Il faut le dire, parce que elles ne sont pas contre le pouvoir législatif. Avec le pouvoir législatif, elles ont des relations de conseil et d'avis, mais c'est avec le pouvoir exécutif que la question se pose et que les abus de l'État concernant les droits et les libertés peuvent être en tout cas constatés. Donc, mais cette mission est assez délicate, indiscutablement, parce que les questions qui se posent tout le temps, c'est comment protéger les droits des individus contre les abus de l'État par des structures qui sont une composante de l'État lui-même. Et comment gagner et surtout maintenir la confiance des citoyens dans la mission qu'assurent les instances indépendantes, alors qu'elles sont des personnes publiques et elles ont eu du mal à subir, en tout cas, ou à accepter tout ce qu'elles subissaient des personnes publiques. Il y a des amalgames, en tout cas, qui sont très difficiles à casser, en quelque sorte. Et pour les instances indépendantes, comment est-ce qu'elles peuvent efficacement servir de frein à cette tendance de l'État à vouloir agir sans balise, surtout concernant les droits et les libertés, sans se mettre à dos les décideurs politiques qui, eux, vont lui donner leurs moyens d'action? Ce sont des questions quand même qui sont assez importantes et sur lesquelles il va falloir questionner tout cela. Je vais essayer d'être vraiment très, très sommaire sur ce que je vais dire. Moi, je pense que premièrement, il faut développer cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le terme, y compris au sein des instances indépendantes. Les instances indépendantes sont un contre-pouvoir au sein de l'État. Et pour pouvoir assurer cela, elles vont devoir assurer des missions assez larges. Sans faire de la prose, je pense qu'il y a 4 missions essentielles. Premièrement, elles vont servir à conseiller et accompagner. Deuxièmement, elles vont réguler et réglementer. Troisièmement, elles vont surveiller et veiller au respect des droits. Et quatrièmement, elles vont contrôler et sanctionner. Des missions très très larges, indiscutablement. On verra en deuxième temps, très rapidement, mais je passerai dessus puisque vous connaissez peut-être déjà la situation, que tout ce qu'elles vont pouvoir ou devoir assurer comme mission, elles ne pourront pas le faire sans des moyens humains et matériels qu'elles n'ont hélas pas. Parce que effectivement, c'est ce qu'a trouvé l'État actuel, en tout cas chez nous, comme moyen pour mettre un frein à leur action. Moi, à la limite, j'étais tenté pas de faire une présentation qui serait à la limite théorique, mais d'utiliser, d'ailleurs, je vais le faire, allez. On vous a fait très bien quelles sont les 4 missions. Maintenant, ces 4 missions, figurez-vous, elles n'ont pas été écrites dans la loi seulement. Elles n'ont pas été écrites dans les livres d'études ou les rapports, par exemple, sur les instances ou les autorités administratives indépendantes. On retrouve ça partout. Ça a été écrit par la plume de notre chef du gouvernement, dans une circulaire. La chef du gouvernement a édicté une circulaire numéro 18 en date du 12 octobre 2022, où elle va dire à l'administration, où elle va dire à toutes les personnes publiques,
Voilà ce que vous devez faire. Et on va y retrouver ces 4 points que je viens de citer. Elle va dire, vous allez respecter ces missions des autorités indépendantes ou des instances indépendantes. Bien sûr, cette circulaire concerne l'instance nationale de protection des données personnelles. Et donc, à la limite, je serais tenté, pour pouvoir analyser tout cela, à passer directement à cette circulaire. Cette circulaire, je le lirai en arabe et traduirai en français très rapidement, elle commence par faire un constat. Le constat premier, c'est que la chef du gouvernement, la patronne de l'administration, la chef de l'exécutif, on pourra en discuter en constitutionnaliste, mais en tout cas, elle commence par dire, vu le constat du non-respect suffisant par les administrations des principes de protection des données personnelles, voilà ce que l'administration doit faire. Et elle va dire premièrement, تطبيق أو القيام بالإجراءات التصريح وطلب الترخيص لدى الهيئة. C'est-à-dire, premièrement, elle leur demande de commencer par faire les déclarations et les demandes d'autorisation auprès de l'instance quand ils traitent ou quand elle traite les administrations des données personnelles, quelque chose qui n'existe plus dans le RGPD. Ça existe encore chez nous. Ça veut dire que les administrations ne le font pas. Comment voulez-vous que l'instance, une autorité indépendante, puisse savoir si ce que fait l'administration en traitant les données, donc en respectant ce droit, est conforme aux normes ou pas, si elles ne font pas de déclaration et de demande d'autorisation? Je pourrais vous dire qu'on est à moins de 3% des structures publiques qui réalisent cette opération-là. Par la suite, elle leur dit والحرص على تأمين هذه المعطيات. Oui, ça revient au même. الحرص على تأمين هذه المعطيات, c'est-à-dire qu'elles doivent assurer la sécurité de ces données. Les administrations publiques et les structures publiques en Tunisie n'assurent aucune protection de ces données-là. La preuve, on en parle comme ça, on le chuchote plus maintenant, on le faisait avant, mais quand on sait que l'année dernière, la Banque centrale a été piratée, a été hackée, quand on sait qu'on a des structures publiques qui donnent des certifications, leur système a été hors service et on a perdu les données, c'est pas sur les journaux, mais on le sait entre nous. Tout cela parce qu'il n'y a aucune protection réelle des données personnelles des individus. Et par la suite, j'ajoute encore استشارة الهيئة الوطنية حول كل المشاريع والإشكاليات المطروحة. Demander l'avis de l'instance sur toutes les problématiques qui sont en relation avec la protection des données. Eh bien, je le dis encore une fois, je le dirai demain, puisque demain c'est la journée internationale de la protection des données, je le dirai officiellement. Eh bien, l'instance n'a jamais été consultée sur le décret loi 54. Et donc, comment voulez-vous que l'instance et les instances indépendantes puissent aiguiller, puissent canaliser, puissent dire ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable par rapport à la protection des droits si elles ne sont pas consultées? C'est vrai que l'instance que je préside, par rapport aux autres instances indépendantes en Tunisie, dans son texte, dit l'instance est consultée sur toutes les questions relatives à la protection des données. Il faut dire que ce texte-là, contrairement à tous les autres textes des autres instances indépendantes, a été rédigé bien avant 2011, 2004, par un régime policier. Mais en tout cas, il a bien écrit les choses. Toutes les autres instances sont limitées à une demande d'avis concernant les projets de texte. Nous, on doit être consulté sur tout ce qui se fait. Et par exemple, quand moi j'ai entendu en décembre la ministre des Finances avait dans une interview fleuve de 2 heures parler du système de meilleure gouvernance de la compensation, elle avait déjà ou qu'ils avaient déjà collecté des données personnelles ou les données des citoyens ou plus de 8 millions de citoyens, je me suis dit, ah bon, je ne savais pas que ça allait se faire. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune consultation à ce sujet-là. Mais ce que écrit la chef du gouvernement est encore plus important. Je vais lire ça en arabe et essayer de le traduire. كما أن الهيئة هي مرجع نظر في تأويل القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه. مرجع النظر, l'instance de la référence
pour l'interprétation de la loi sur la protection des données. وفي تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية. C'est elle qui doit déterminer les garanties et les mesures qui doivent être prises pour une protection effective des données personnelles. Ça, le texte de l'instance le prévoit. L'instance nationale de protection des données personnelles a un pouvoir réglementaire. Et d'ailleurs, on a édicté 5 délibérations qui sont, bien sûr, à valeur infra-décrétale, mais en tout cas qui sont appliquées aujourd'hui. La preuve, d'ailleurs, c'est que le tribunal de l'Ariana, en juillet dernier, avait rendu une décision de justice où il n'a fait aucune référence ni à la Constitution, ni à la loi, ni au décret d'application, mais a tout simplement dit, vu l'article 5 de la décision numéro 5 de l'instance, et ceci, elle a pris sa décision sur la base de cette disposition. Donc, les choses sont là. Je pourrais généraliser cela à toutes les autres instances, de la même façon. Mais j'ai pris l'exemple que je connais le mieux dans ce domaine-là. Pour pouvoir assurer ces missions dont parle la chef du gouvernement, on devrait s'attendre à ce que les instances indépendantes aient les moyens pour pouvoir l'assurer. Des moyens humains et des moyens matériels. Les moyens humains, premièrement, et ça vous pouvez le lire partout, une instance indépendante est une instance normalement qui est spécialisée dans un domaine bien particulier, qui est technique, qui est spécialisé, et donc a besoin d'énormément de ressources humaines spécialisées. Mais en plus, comme elle installe une culture, elle a besoin de spécialités bien particulières comme des gens spécialistes en communication. On n'a aucun spécialiste en communication dans toutes les instances en Tunisie. On n'a aucun webmaster dans les instances en Tunisie. Le site web de l'instance que je préside, c'est moi qui la gère, qui gère ce site-là. C'est moi qui réponds aux messages qui viennent sur Messenger pour l'instance. On n'a pas de moyens humains. Je ne parle pas de l'instance sur la lutte contre la traite des personnes. Elle n'a pas un agent administratif. Si, elle a une personne qui est mise à disposition par le ministère de la Justice. Et chaque mois, il lui envoie une lettre pour lui dire on a prorogé d'1 mois la mise à disposition. Quant à l'instance sur la protection des données, on a un seul agent administratif qui traite tous les dossiers portant sur la protection des données. Et je ne parle de l'instance sur l'accès à l'information. Ils ont commencé avec 35, ils sont à moins de 20, et tout le monde est en train de quitter le navire. Pour la simple et unique raison qu'on leur a promis un statut particulier que la chef du gouvernement ne veut pas signer. Et donc tout le monde quitte et rejoint son poste initial, d'origine. C'est ça, la situation des moyens humains. Et je terminerai par autre chose, les moyens financiers. On dit toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment voulez-vous que des instances puissent assurer toutes ces missions importantes que je viens de citer tout à l'heure si elle n'a pas les sous pour ça? Et je vais vous dire une chose. Le ministère des Finances ne négocie pas avec nous notre budget. Il est attribué d'office. Moi, je découvre mon budget comme n'importe quel citoyen dans la loi de finances quand il est publié au journal officiel. Et quel budget? Je vous dis pas. Premièrement, par 2 instances, l'AICA et l'instance sur la torture, qui ont une gestion où ils ne sont pas soumis aux règles et aux normes de la comptabilité publique. Moi, je ne peux acheter un stylo à l'instance que si je fais toute la procédure des achats publics. Et donc, j'ai abandonné de rien faire. Je me suis dit, après tout, je cherche des soutiens internationaux, des organisations, des ONG, des organisations internationales ou des ONG. Eux s'occupent de tout cela. Moi, je n'achète plus rien et je ne fais plus rien sur les 4 sous que l'État nous donne. Alors, que nous donne l'État? C'est honteux. Là, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. C'est publié sur la loi de finances, dans la loi de finances. Moi, j'ai une dotation budgétaire de 120 000 dinars par an, dont 60 000 servent à la location et à la gestion du bâtiment qu'on a. Et donc, vous pouvez rien faire. Vous pouvez même pas publier un livre ou un document ou un référentiel que vous avez créé. Et donc, qui le fait? Ben, c'est grâce au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne qu'on le fait. C'est grâce à des ONG
comme Kawekibi ou Euromed ou l'Institut danois des droits de l'homme, etc., qui, eux, financent. Ma conférence de presse demain est financée entièrement par l'Institut danois des droits de l'homme, instance indépendante tunisienne. Parce que j'ai pas le moyen ni de louer un hôtel, ni de ramener les gens, ni d'amener une boîte de com pour mobiliser la presse. Et ça, c'est la situation de toutes les instances. Vous verrez que toutes les publications des instances portent le logo de certaines organisations internationales et d'ONG, parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Et donc, c'est très simple. Nous sommes une catégorie vulnérable. Alors après, pour terminer, puisque je suis quand même dans une association qui parle de droit constitutionnel, vous savez, moi j'ai toujours été contre la constitutionnalisation des instances indépendantes. J'en vois pas l'intérêt du tout. Et ça fait, en tout cas pour nous, instances indépendantes, plus de mal que de bien. Parce que ça crée des instances nobles et des instances qui ne le sont pas. Et donc, quand vous avez une ISI qui dit moi, je suis une instance constitutionnelle, c'est-à-dire vous, allez jouer ailleurs. Et donc, je ne vois pas l'intérêt. Et en tout cas, ça m'a pas fait mal de voir disparaître les instances de la Constitution. Parce que la Constitution française n'a que le protecteur des citoyens. Oui, mais oui, oui, mais c'est une exception. Mais en tout cas, essayez de passer en revue, vous verrez rarement des instances indépendantes dans les constitutions, à part celle de l'audiovisuel. Oui, bien sûr qu'ils ne le demandent pas. Et donc, exactement, une loi pour ça. Et donc, on a ces lois. Donc, comment on les applique avec les États qui n'ont aucun intérêt à avoir des instances puissantes? Eh bien, ça donne une marginalisation. Très bien sûr, vous voyez certains commentaires. Aujourd'hui, j'en ai vu, j'en vois tous les jours sur cette calamité qui est Facebook, par exemple. Ah, bah oui, la dernière en date qui m'a fait un peu mal, mais bon, j'ai appris à me faire une carapace. C'est une journaliste qui, à propos d'une publication, d'une vidéo, etc., elle a écrit où est-ce qu'il se trouve, ce Chaurigadès qui est payé par les deniers publics? Où se trouve cette instance? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une journaliste. Elle n'a jamais mis les pieds à l'instance. Je peux vous assurer qu'elle ne sait même pas ce que veut dire données personnelles, ni ce que sont les missions de protection des données personnelles. En tout cas, le travail important à faire, dans tous les cas, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation. Et c'est pour ça, par exemple, qu'en début mars, on aura des journées, toutes les instances, au sein de l'IPSI, parce qu'il faudra aussi former les journalistes à savoir quelles sont les missions des instances indépendantes pour pouvoir par la suite parler de choses qu'ils connaissent très, très bien. Merci pour votre attention.